Je vous introduis rapidement avant de passer au thème dont on va traiter ensemble. Donc Valérie, DRH Paris Society, qui est un des leaders de l'hospitalité en France, avec une quarantaine de lieux, entre des hôtels, ça a peut-être augmenté depuis hier, parce que voilà, ça ne s'arrête pas, des restaurants et des clubs, avec à peu près 3000 collaborateurs, donc 300 personnes au siège et le reste des personnes distribuées sur les différents établissements. Et Kevin, donc chez Ubisoft, leader du développement et éditeur de jeux vidéo, un des plus connus dans le monde, avec 21 000 collaborateurs. Et donc toi, tu es côté Future of Work, ça recouvre des responsabilités autour de l'organisation du travail en hybride, des mobilités et de la transformation culturelle. Est-ce que c'est bien ça? Eh bien, parfait. De quoi on va parler dans ces 40-45 minutes ensemble, avant de prendre vos questions? On va parler de focus, de priorisation, de flexibilité aussi, d'organisation du travail plus largement. Pourquoi, pour une petite intro, on traite ce sujet dans Forward? C'est probablement un des thèmes qu'on a le plus entendu sur cette année, en parlant avec nos partenaires, en parlant aussi avec les équipes, les managers qu'on forme au quotidien. Le sujet de la focalisation, de la priorisation, pourquoi on entend autant ce sujet. Je pense qu'il y a au moins 3 raisons. La première, c'est qu'on l'entendait aussi avec Jordan tout à l'heure, multiplication des objectifs, des priorités qui sont à la fois de performance économique, de bien-être, de responsabilité sociale des entreprises. On mesure de plus en plus de choses, donc on a de plus en plus d'objectifs complexes de se repérer, de choisir ce qui est vraiment prioritaire là-dedans. Une deuxième raison, c'est aussi l'installation de l'hybride à long terme, avec une cumulation de pratiques de canaux. On fait à la fois des réunions à distance, des réunions en présentiel, de plus en plus de complexité dans la collaboration à gérer. Et le troisième, c'est aussi un élément contextuel. Dans une période tendue d'un point de vue économique pour la plupart des entreprises, ça devient de plus en plus important de savoir où mettre son énergie, son temps, dans les équipes, parce que voilà, on n'a pas des ressources illimitées, on ne les a jamais eues, mais c'est encore plus important dans une période où voilà, l'économie n'est pas en fort développement. Il faut encore plus choisir sur quoi on se concentre. Donc, je vais tout de suite vous passer la parole. Donc, vous avez 2 organisations qui sont assez différentes, avec Ubisoft, plutôt une entreprise distribuée dans le monde, et Paris Society, très ancrée dans les différents établissements que vous gérez. Donc, vous imaginez que les enjeux ne sont pas les mêmes. Première question pour vous, et Kevin, je te propose de commencer. Si on part du sujet qui donne le titre à cette table ronde, donc la focalisation et les sujets de priorisation au quotidien, c'est quoi un peu la culture chez vous? C'est quoi vos challenges? Où vous en êtes par rapport à ça? Et en particulier en préparant, on prenait l'exemple des réunions comme un peu un emblème de ce sujet. Donc je voulais bien t'entendre sur comment ça marche chez Ubisoft. Bien sûr. Alors déjà, je suis absolument ravi d'être parmi vous. Bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir de pouvoir parler de ces sujets importants avec une aussi belle audience. Et donc, oui, la question de la priorisation est absolument consubstantielle du corpus, finalement, que j'essaie d'incarner autour du Future of Work. Et ça peut paraître un peu lointain. Quand on pense à Future of Work, on pense essentiellement à la flexibilité, à la personnalisation de l'expérience employée, à la diversité, à l'inclusion, que Pamela représente absolument parfaitement. Et c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à se dire, mais finalement, la priorisation, c'est un vieux truc, c'est ancré, ça fait très longtemps qu'on s'en plaint, et c'est vrai. Sauf que le monde a changé. Il s'est complexifié, encore plus. Les structures habituelles de la vie en société, de la vie du commerce en général, ont explosé et se sont radicalement complexifiées. Vous pouvez avoir demain un concurrent qui vient disrupter complètement votre marché que vous n'avez pas su venir. Il peut y avoir une mutation sociale, sociétale, un enjeu qui sort d'une actualité forte et qui va toucher la population, de sorte que les référents d'hier ne seront plus ceux d'aujourd'hui ni de demain. Et donc ça vous force à être en constante agilité et en remise en cause de votre corpus managérial et culturel, si bien qu'en termes de façon de gérer, d'organiser votre business, vous devez constamment revoir vos priorités pour être sur les bons sujets. Et c'est ce qui nous amène effectivement à se poser la question de comment on s'assure que l'énergie et le temps qu'on dépense en organisation est bien focalisé sur ce qui compte pour nos clients ou pour nos employés, pour nos RH par exemple, c'est ce qui va compter, et pas sur les vieilles anciennes qui étaient celles qui correspondaient au temps d'avant.
Facile à dire, mais pas si facile à faire. Et donc c'est comme ça qu'on va commencer à regarder sujet par sujet ce qu'on peut faire pour agir. Le premier des sujets qui effectivement revient quand on parle de priorisation, c'est la question des réunions. Et là, on va toucher du doigt un bon vieux mal français de la réunionnite, qui est d'ailleurs accompagné d'un autre mal français qui est le présentéisme. Et quand vous combinez les deux, ça vous donne une aberration organisationnelle qui désengage, qui fait qu'on n'est pas productif, qu'on s'emmerde, etc. Excusez-moi, qu'on s'ennuie. Bref, c'est absolument vraiment important de regarder ça clairement et je dirais le plus honnêtement possible. Bon, ça date pas du Covid cette affaire. Hein. Le Covid est venu accélérer ça, tu l'as dit d'ailleurs clairement, la question de l'hybride est revenue reconfigurer un petit peu d'ailleurs les lignes qu'on a entre les meetings présentiels, les meetings distanciels, etc. Et donc ça complexifie encore plus une question qui était déjà complexe. Mais c'est important de se dire que ça date pas du Covid et que c'est pas la faute du télétravail, hein, on y reviendra tout à l'heure, premièrement. Et deuxièmement, ça sort d'où cette histoire de réunion ? Je vous ai dit présentéisme tout à l'heure, et les deux sont très liés. Ça vous dit sûrement quelque chose, back-to-back meeting, hein, cette idée selon laquelle vous allez avoir des agendas remplis de 9h jusqu'à 19h ou 20h ou 21h. Des gens qui sont en réunion toute la journée. C'est fou. C'est fou. Ça ne devrait pas exister. Pourtant, ça existe. Et c'est légion parmi les managers, senior managers et VP de toutes les organisations. Bon. Pourquoi ? Comment on en est arrivé là ? Eh bien, parce qu'on est dans une culture travail qui légitime le boulot qu'on fait par le temps qu'on y met, qu'on y passe, et par l'espace. Et certainement pas par le résultat. Donc si vous avez l'air occupé, si effectivement vous enchaînez réunion après réunion après réunion, vous donnerez l'illusion que vous travaillez. C'est probablement pas volontaire d'ailleurs, mais c'est une réalité. Et donc en donnant l'illusion de travailler, même si les résultats ne sont pas au rendez-vous, c'est pas grave. Parce que vous étiez très très occupé, et donc ce ne sera pas de votre faute. C'est ce paradigme-là qu'on vient questionner quand on travaille sur la priorisation. Et en particulier sur les réunions. Et pour terminer là-dessus, comment on fait pour agir ? Une fois qu'on a fait le diagnostic, je pense que vous êtes tous d'accord je vois des gens qui sourient, amusés par rapport à ce que je raconte, je pense que vous vous reconnaissez peut-être là-dedans. Comment on fait ? Premièrement, on bannit les réunions rituelles, donc les weekly, les monthly, les daily, tout ce qui va venir alourdir votre agenda de trucs. Sarah est partie ? Oui, okay. Parce que non, on avait un exemple tout à l'heure de Conto qui parlait de l'importance des daily dans l'organisation managériale. Absolument contre. Absolument contre. Parce qu'on trouvera toujours une bonne raison de se parler. Donc en faisant ça, il est impossible que vous puissiez faire du cleaning, si j'ose dire, sur votre agenda. Donc il faut bannir ça et puis il faut garder les moments qui comptent, bien entendu, premièrement. Et deuxièmement, encourager une culture de l'écrit. C'est ce qui permettra justement de se dire, quand on n'est pas présent dans une réunion, on a au moins accès soit au compte-rendu, soit à la substantifique moelle de ce qu'on doit traiter, par des solutions de knowledge management, etc. On en reparlera tout à l'heure. Là, c'est l'exemple tu pourras le développer après, mais c'est plutôt ce que vous faites chez Ubisoft. On y vient, et plus qu'Ubisoft, par exemple, une entreprise comme Alan est très connue pour favoriser une culture de l'écrit qui fonctionne très bien. Je vais bien entendre Valérie, et ensuite je te poserai la question plutôt de qu'est-ce que vous mettez en place chez Ubisoft pour soit renforcer une culture qui existe déjà, soit pour la changer. Alors, entreprises différentes, on parlait de temps et espace. Votre métier, c'est quand même de gérer le temps et l'espace à la fois de vos lieux, mais des personnes que vous accueillez. Donc, j'imagine qu'en termes de culture, c'est un peu différent, la manière dont vous adressez le présentiel, par exemple, parce que c'est un business qui tourne autour de la qualité du temps en présence. Oui, donc c'est sympa de nous avoir mis tous les deux un petit peu, pas en compète, mais pas du tout dans la même culture d'entreprise, où nous, on va avoir, et moi je vais avoir une majorité de salariés, plus de 900 sur mes 1300 sur le terrain pour être dans l'expérience client, nos hôtels, nos lieux ouverts 7 jours sur 7 pour nos hôtels, 24 heures sur 24, et pour nos restos de 11h à 2h du matin. Et pour les clubs plutôt jusqu'à 6h du mat, et ça, quasiment 7 jours sur 7 sur les grosses périodes saisonnières. Donc nous, on n'est pas tellement dans arrêter de faire des réunions les gars, mais plutôt faut venir sur le terrain et il faut pouvoir apporter la plus jolie expérience à nos clients. Donc être là, accueillir et avoir le staff nécessaire. Et dans les métiers de la restauration, le staff nécessaire, c'est un peu le problème global. Post-Covid, pour le coup. Je ne sais pas si le télétravail et les réunions mettent en exergue le fait qu'il faut qu'on apprenne à prioriser. Nous, il faut qu'on apprenne à mieux recruter et à montrer que nos métiers sont plutôt
excitant et que si vous venez dans les métiers de la restauration, vous ne ferez pas de réunion, je vous le garantis. Vous servirez des clients, vous ferez autre chose, mais en tout cas, on ne vous mettra pas des réunions dans la journée. Donc, c'est vrai que c'est 2 cultures différentes. Après, j'ai mes fonctions support aussi, où on essaye de leur apporter le plus d'efficacité possible pour être au service de leurs fonctions opérationnelles, et donc sur le terrain avec eux. Mais oui, c'est très, très différent. On a des briefs, pour le coup, c'est des morning briefs. Mais oui, on a le brief du matin sur ce qui s'est passé la veille et comment on va gérer aujourd'hui, quel client on va avoir, etc. Oui, qui est un rituel clé du monde de l'hospitalité. Et de l'hôtellerie et de la restauration. Mais sinon, ça dure 12 minutes, montre en main. On responsabilise chaque personne pour que ça change et que ça tourne et qu'on engage les salariés. Mais sinon, c'est sur le terrain toute la journée. Et en termes des pratiques, des compétences que vous essayez de diffuser autour de ce sujet de gestion du temps, de focus, de priorité, quelle est la partie que tu penses est généralisable à toutes les fonctions et quelle est une partie qui est peut-être plutôt niveau siège ou fonction support qui sont pas sur le terrain? Alors en fait, la priorisation dans le milieu de l'hospitalité et dans l'accueil du client fait que c'est en fonction des demandes du client. Donc vous priorisez le client. Donc, vous faites ce qu'il vous demande et vous essayez de faire en sorte qu'il ait la plus jolie expérience dans nos restaurants. Donc, sur la priorisation, c'est accueillir du mieux possible, faire en sorte qu'il soit content. Et ça, c'est déjà une jolie, belle priorité pour nous. Un bon défi. Un bon défi. Et ce qui se remet après sur les fonctions support, ça va être la même chose. C'est comment on va apporter, nous, un support aux opérationnels pour que leur travail au quotidien soit excitant, que les fonctions support sur les fonctions ressources humaines, recrutement, administratif, opérationnel, resto, la clim en panne, l'ascenseur qui ne va pas, l'outil digital de réservation en ligne qui est en panne, de le faire en sorte que ça se soit résolu pour que les équipes de terrain, eux, n'aient qu'à se focaliser sur le client et donc sa priorisation sur sa journée. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on priorise, nous, notre temps de travail. Et en termes d'initiatives de formation, est-ce que vous déployez des formations qui sont communes à tout le monde ou qui font partie du parcours de tout type de collaborateurs chez Paris Society? Ensuite, je te poserai la même question. Oui, alors pour le coup, on a fait un parti pris de former tous les managers, les juniors qui vont le devenir, et les plus seniors dans leur poste, des formations digitales sur le management, le leadership et les relations et management transverses par des workshops méga efficaces, super courts, rapprochés dans le temps pour qu'ils aient un accompagnement, mais rien de présentiel en tout cas, le moins possible, en dehors des formations obligatoires sur l'hygiène, HACCP, la sécurité, l'habilitation électrique et tous les trucs super excitants qu'on fait faire à nos salariés. Chariot, les portes chariots et tous ces trucs canons. Pour tout le reste, c'est des formations digitales très courtes et ils sont tous ensemble, fonction support, opérationnel, international et établissement. Oui, donc avec le choix de mélanger les profils. Absolument, mélanger les profils, oui. Pour ne pas avoir justement des personnes qui sont concernées, d'autres qui ne pourraient pas l'être parce que leur métier est trop différent. Ouais, et qu'en fait, les métiers sont tellement différents que je préfère qu'ils soient ensemble à parler de management, puisque le management, après tout, c'est autour de l'humain. Donc, qu'il soit au bureau ou qu'il soit sur les établissements, ça va être la même chose. Il y a des points communs. Merci beaucoup. Et chez Ubisoft, est-ce que vous avez des initiatives soit en cours, soit qui font partie de ce que tout le monde doit adopter en termes de pratiques ou de compétences liées à ces sujets? Donc effectivement, il y a des sujets de formation individuels pour l'employé sur la question de la priorisation. Savoir prioriser son temps par rapport aux objectifs, OKR, j'y reviendrai tout à l'heure, et à la raison d'être. Savoir dire non. C'est un lieu commun de le dire, ça fait des années qu'on parle de ça, mais c'est très important de le redire et de le remettre sur le devant de la scène. Et également, dès l'onboarding, si vous voulez, on initie tous nos collaborateurs à notre écosystème documentaire et à nos pratiques de knowledge management qui font dire que dès qu'on a une bonne idée, dès qu'on fait un process, dès qu'on fait un retour d'expérience, on le documente, on le partage et on fait en sorte que ce soit disponible pour tout le monde. C'est le prérequis qui fera qu'on arrivera à ne pas dupliquer systématiquement les mêmes problèmes avec les mêmes sujets parce qu'il y a déjà la solution quelque part. Ce recours, encore une fois, à l'écrit et au documentaire fait qu'on peut gagner énormément de temps et donc mieux prioriser. Et également, s'assurer qu'on peut valoriser les actions de capitalisation et de partage des employés. Quelque chose qu'on ne fait pas assez. Quelqu'un à qui il manque déjà du temps, vous imaginez bien que pour le coup, il va avoir du mal à trouver du temps
pour documenter un retour d'expérience. Ça ne va pas faire partie de ses objectifs à lui. Donc, il faut trouver un moyen de le récompenser, si j'ose dire, pour faire en sorte que ça fasse partie des routines du quotidien que de faire ça. Mais enfin, je voudrais quand même dire une petite chose sur cette question de la culture, de la formation. Parce que ça fait des années qu'on parle de la priorisation comme d'une compétence individuelle pour l'employé, et c'est vrai. Savoir dire non, savoir s'organiser, c'est une compétence individuelle. Mais ce serait vraiment manipulatoire de faire peser cette responsabilité exclusivement sur l'employé. Parce qu'il y a tout un système autour de l'employé qui fait que vous, avec même la meilleure volonté du monde, vous ne pouvez pas dire non. Vous ne pouvez pas prioriser autrement parce que votre agenda est fait de telle sorte, le système est fait de telle sorte que vous n'y arriverez pas. Et vient donc ici la question évidemment du système, de l'organisation et du management. Si vous avez un manager qui est fondé sur les routines du passé, si j'ose dire. Ce qu'en sociologie, excusez-moi le terme, on va appeler un peu le connard au travail, que les Anglais nous disent, eux, les no asshole policies, c'est-à-dire comment on peut s'assurer que finalement, en supprimant les comportements toxiques, c'est-à-dire le management par le temps, le management par la peur, le management par l'humiliation, le fait de parler d'abord et d'écouter après, bref, tous les comportements qu'on identifie très bien comme étant toxiques, vous ne pouvez pas faire émerger une pensée prioritaire. Parce que vous avez un manager en face de vous qui est monolithique, gravé dans le marbre, et qui ne bougera pas. Et si vous dites non à quelqu'un comme ça, déjà vous avez la trouille, vous ne le faites pas parce que vous avez peur de lui. Et si, quand bien même vous arrivez à le faire, vous avez quasiment certain qu'il va vous retourner le cerveau ou qu'il va vous dire non. Donc ça ne sert à rien. Et c'est très important d'équilibrer les choses. Oui, évidemment, l'employé doit être formé à ça, c'est très important, mais pensons au système autour de lui pour faire en sorte d'avoir les conditions d'émergence de cette priorisation. Anselme m'a parlé tout à l'heure, le sujet de psychological safety, donc Absolument. comment on arrive à avoir tout à fait. Un environnement où les personnes peuvent lever la main en disant voilà, je pense que ce n'est pas une bonne idée, ou voire j'ai une idée pour changer une chose qu'on a toujours fait de la même manière, et c'est bienvenu de se manifester sans avoir peur de dire voilà, je vais sortir de mes prérogatives, où je vais sortir de ce qui est demandé de moi. Donc effectivement, la manière dont le management accueille ou déjà montre que c'est bienvenu, c'est une base. Et ça ne vient pas tout seul, et j'ai juste un petit tips là-dessus. On dit toujours le poisson est pourri par la tête, c'est vrai à l'inverse. Si votre comité exécutif n'a pas su mettre en place les routines d'accueil de la parole divergente, il y a très peu de chances pour que ça cascade dans l'entreprise et que ça cascade au N-1, des N-1, des N-1. Donc il faut commencer par le comité exécutif en montrant la preuve que ça marche, et vous verrez qu'il y a de grandes chances que ça marche une fois en dessous. Et tu commençais à parler le sujet de l'alignement, en tout cas de la relation entre les objectifs macro au niveau entreprise, objectifs d'équipe et ensuite priorités individuelles. Comment c'est géré chez vous? Tu commençais à évoquer le système des OKR. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez chez Ubisoft? Comment ça fonctionne? Parce que je sais qu'en fonction des entreprises, il peut y avoir plusieurs systèmes pour les décliner. Dans certains cas, c'est vraiment, ça va jusqu'aux priorités individuelles. Dans d'autres cas, c'est les objectifs macro niveau entreprise, mais ensuite, il y a plus d'autonomie au niveau des équipes. Donc, vraiment, dans votre cas spécifique, comment c'est organisé? On essaie de faire en sorte que ça aille jusqu'aux priorités individuelles. Donc je le redis pour tout le monde, les OKR, c'est un système qui est hérité des entreprises de la tech, Objective Key Results, qui est de se dire comment on peut mettre en place des objectifs simples, clairs au niveau du groupe, qui reflètent la stratégie de l'entreprise et sur lesquels ensuite on peut décliner une stratégie fonction par fonction, qui elle-même va se décliner division par division, qui elle-même va se décliner au niveau individuel. Le grand intérêt de faire ça, c'est que vous aurez le sentiment que tous vos objectifs perso sont une petite contribution à la stratégie globale du groupe. Et ça, c'est hyper important pour l'engagement, parce que vous n'aurez pas l'impression justement de vous écarter. Et en termes de priorisation, c'est un juge de paix. Si on vous demande de faire ci ou de faire ça, et que vous voyez que ça ne contribue pas aux OKR, il y a de grandes chances que ce soit inutile. Donc ça, c'est un très bon moyen de faire vivre la priorisation. Mais je voudrais faire une petite alerte là-dessus, parce qu'on commence à avoir du recul sur ce système. Il est très intéressant, mais il est fondé sur des objectifs souvent quantitatifs. Donc on voit bien, les key results, c'est des métriques, c'est clair. C'est des chiffres. C'est des chiffres. Ouais. Bon. C'est très important. Des pourcentages. Mais c'est assez insuffisant quand il s'agit d'être dans le quotidien, de se dire est-ce que cette réunion plutôt que celle-là, est-ce que cet employé plutôt que celui-là, c'est compliqué. C'est pour ça que j'associe toujours aux OKR mon étoile du Nord, et je crois que Pierre en a parlé tout à l'heure, qui est la raison d'être. Si vous mêlez les deux, à ce moment-là, vous avez à la fois la vision quanti
et en même temps la vision du cœur, le cœur vibrant de l'organisation. Et quand vous êtes dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'hospitalité, dans n'importe quel secteur, ça veut dire quelque chose pour tout le monde. C'est pas un truc des métiers de la tech, ça, c'est vrai pour tout le monde. Quand vous devez prioriser une urgence par rapport à une autre, d'égale importance, ce qui doit faire foi dans votre choix, c'est pas votre conviction individuelle, c'est pas les objectifs économiques qu'on va faire, c'est la raison d'être. Parce que c'est comme ça qu'on se singularisera par rapport aux autres, et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à se faire connaître en tant qu'entreprise singulière auprès du grand public. Donc vraiment, pour moi, c'est les deux, OKR et raison d'être. L'étoile du Nord, ça serait par exemple ce que tu évoquais, Valérie, tout à l'heure, sur l'importance du client, et donc au-delà des objectifs, des objectifs micro ou des objectifs saisonniers, de jamais perdre de vue que indépendante de toute urgence et de toute priorité, la priorité numéro 1, c'est de faire vivre une expérience exceptionnelle, par exemple, aux personnes qui vous rendent visite. Oui, alors nous, on ne va pas aller jusqu'à la priorisation et les objectifs individuels. Je pense de manager N-1, effectivement, va donner des objectifs à chaque membre de son équipe. Sur des restos, c'est l'objectif collectif et effectivement l'expérience client. Et l'expérience collaborateur, puisque nous, on est très... moi, je suis très pour client interne, client externe. Donc, ce que je veux apporter à mon client, je veux aussi l'apporter à mes collaborateurs. C'est un truc très con, mais un collaborateur content d'être où il est, il va avoir un super service client. Un collaborateur frustré, mal payé, mal managé, je peux vous assurer qu'il ne fera pas un super service dans nos lieux. Donc, c'est un gros travail qu'on fait aussi, c'est essayer de faire en sorte... où on a beaucoup à faire, mais faire en sorte que nos collaborateurs s'éclatent, et ils s'éclatent beaucoup, mais il y a toujours des points d'amélioration, et je pense qu'on est très perfectible là-dessus, mais en ayant la niaque et être content de se lever le matin, parce qu'ils vont aller rencontrer des gens très différents, des cultures internationales, s'éclater. Dans l'hospitalité, votre métier... et votre journée, tous les matins, c'est pas la même chose. On peut dire, oui, il y a de la plonge, il y a le truc, il y a de la cuisine, sauf qu'il y a des nouvelles cartes, les clients sont différents, l'expérience est différente, il y a des privatisations, il y a tout un tas de trucs. Pour l'hôtellerie, il y a les projets d'ouverture, il y a tout un tas de choses qui font que votre quotidien est très différent. Et ça, pour tous les métiers en face du client, c'est quand même une grosse richesse. Mais donc, le focus, c'est le client. Et à partir du moment où on est focus sur cette ligne-là, les priorités de la journée et les objectifs de chacun, c'est pour le collectif. Et c'est souvent comme ça qu'on dit, mais oui, mais j'ai contribué à, moi, j'ai fait ça. Dans notre culture, là, pour le coup, chez Paris Society, c'est on a contribué à un résultat et jamais personne ou un individu n'est mis en avant. Pour le coup, c'est pas du tout dans la culture. Ce qui change pas mal de mon expérience précédente dans un autre gros groupe du luxe, où là, par contre, les contributions individuelles étaient très mises en avant. Et le talent de l'année, le high potential, tout ça. Là, c'est plutôt au niveau de l'équipe. Nous, c'est très collectif. C'est encore ou vieille école ou pas, mais finalement, je trouve ça plus sympa. C'est le collectif qui gagne quand on a un resto qui tourne et quand on a des clients satisfaits. C'est pas un individu qui a contribué, c'est le collectif qui a contribué. Donc, il y aura toujours des jeunes frustrés, parce que les jeunes, aujourd'hui, on a besoin de leur donner du sens et ils ont besoin justement d'avoir ce sentiment de « à quoi j'ai contribué ?» Tu as contribué à ce que le client soit content pour le collectif d'un lieu, d'un resto, d'un hôtel, mais pas toi tout seul dans ton coin. Donc, c'est une culture assez différente aussi. C'est vrai, si tu le prends du point de vue de l'expérience finale client, chaque élément de la chaîne de valeur, entre guillemets, est important pour délivrer une expérience. Ce n'est pas uniquement la personne qui sert in fine, mais c'est aussi tout ce qui s'est passé avant pour que le service... Le bac en cuisine, la vaisselle propre, le chef qui a mis sa touche dans l'assiette, l'hôtesse qui a accueilli et qui a passé à table, la musique, le multisensoriel, parce que nous, on a des lieux où en plus, il y a de la musique, de l'odeur, de la vue. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs qui fait que c'est une vraie expérience. Mais un qui se plante, c'est pareil, c'est le collectif qui prend, puisque c'est l'expérience client qui foire. Et là, on a une note sur TripAdvisor de « It has been a disaster ». Et c'était le petit stagiaire qu'on essayait de former. C'était sa première semaine et il s'est fait complètement rincer. Là, c'est le collectif qui prend aussi, pour le coup. Donc ça va dans les deux sens. D'un point de vue managérial, ça a aussi un défi de remettre en fait, un collectif, à la fois Pierre a évoqué tout à l'heure le sujet des petits succès ou des échecs du quotidien, de transformer ça en fierté collective ou un apprentissage suite à un échec. Ça doit demander un travail managérial qui est important pour justement expliquer que même si on a l'air que tout se soit joué sur un geste, finalement, c'est une chaîne d'événements qui a causé ça. Exactement.
donc de pouvoir reporter au collectif le quotidien. Je veux bien que tu gardes la parole à l'instant, parce qu'en préparant, et j'élargis un peu le sujet, parce qu'en discutant sur la préparation de cette table ronde, on commençait à parler de priorités, de choix au quotidien, et finalement, en élargissant, on se disait, c'est une question aussi de rythme du travail, et d'une idée aussi de la flexibilité, de l'équilibre, qui n'est pas univoque. On a souvent l'impression de dire, voilà, il y a une manière d'amener de la flexibilité, il y a une manière d'amener de l'équilibre. L'équilibre, c'est forcément un certain nombre d'heures et une certaine vision de la déconnexion à un moment de sa journée. Et vous étiez les deux très alignés pour dire, en fait, non, ça dépend du métier dans lequel on est, ça dépend du rythme du business, ça dépend du rythme qui convient aux personnes qui candidatent et ensuite se développent dans ce type de business. Donc, je voulais avoir ton point de vue sur ça, spécifique Paris Society. C'est quoi chez vous finalement l'équilibre, la flexibilité? Qu'est-ce que les personnes qui viennent travailler chez vous cherchent? C'est quoi un peu vos défis pour harmoniser ces différentes manières de fonctionner? Okay. Donc oui, nous, on est très loin de la France des 35 heures et des RTT, puisqu'on est sur une convention collective à 43 heures. Attention, ils travaillent beaucoup chez nous. Et 43 heures encore, c'est sans les heures supplémentaires. Donc je vous laisse imaginer que la semaine et la nuit. Donc non, on n'est pas sur le mode de travail de tu travailles 7 heures, tu te reposes, etc. Après, il y a tout un tas de choses qui nous feraient dire faut peut-être les faire un petit peu travailler moins. Mais en fait, ils veulent faire des extras ailleurs. Les mecs engagés adorent ce milieu parce qu'en fait, on aménage aussi le fait qu'ils font des grosses semaines et qu'après, ils vont récupérer. Et on a la population des permanents qui font ce métier-là toute l'année, la population des saisonniers qui font ça l'été. Autant vous dire que là, l'été, ils se donnent à fond. À la montagne ou à la mer, c'est la même chose. Mais ils ne veulent pas, eux, pour le coup, travailler moins. Ils veulent et gagner plus. Et faire leur métier correctement. Et quand vous imaginez qu'on accueille un client 7 jours sur 7, H24 dans un hôtel, on pourrait prendre tout un tas d'ingénieurs pour me dire que les 35 heures calent dans un planning, c'est une connerie, pardon, ça n'existe pas, c'est pas possible. Ou alors sans faire de marge, en perdant de l'argent, et donc on arrête de payer, donc je licencie, donc je développe pas mon business. C'est pas possible. Par contre, où on parlait, et quand on avait travaillé et préparé un petit peu en amont cette table, on s'était dit, et moi je suis assez pour la flexibilité, on travaille sur de l'annualisation et potentiellement être là. Alors on a, nous, encore beaucoup de chance, c'est qu'on est plutôt tout le temps en semaine haute et rarement en semaine basse dans nos business. Bien que le début de l'année 2023 ait été un peu compliqué pour tout le monde, mais on a besoin de gagner en flexibilité et d'avoir du bon sens. Le travail aujourd'hui devrait être avant réfléchi pour qu'est-ce qu'on veut atteindre. Un boulanger, je donne l'exemple, il a sa boulangerie, il est tout seul avec une vendeuse en boulangerie. Eh ben, il va se lever, en plus avec les petits problèmes qu'on a eu d'électricité, il s'est levé plutôt la nuit pour aller faire allumer ses fours et pas le faire à midi pour avoir ton pain chaud à 14h. Désolé le client. Pour le coup, il a fait cuire sa baguette la nuit parce que c'était moins cher. Mais lui, vous pouvez pas lui dire « Tiens ta journée, c'est 10h19, t'es tranquille, tu rentres à la maison, tu regardes l'émission de TF1 et c'est super. » Ces métiers-là et tous les métiers autour du client et les métiers de service ont bien compris depuis longtemps que c'est un peu chacun sa chance, mais organise ton temps en fonction de ton ouverture de boutique, de quand tu dois préparer tes produits en amont, etc. Dans le bâtiment, c'est pareil, les mecs se posent pas tellement la question. Ils démarrent à 7h parce qu'il fait moins chaud. Là, on arrive à une grosse période. Nous, sur nos chantiers, ils sont là hyper tôt. À 16h30, il n'y a plus personne. On ne se pose pas tellement la question de savoir c'est 10-19, c'est 8-17. Je pense qu'il faut remettre aussi au cœur de nos organisations du bon sens et être flexible quand on a la possibilité de l'être. Il ne faut pas être con et dire à une maman qui a besoin d'aller chercher son fils ou qui a un problème de garde pendant 2 mois, je suis désolée mais tes horaires c'est 18h30, donc ta crèche, ma grande, tu t'accroches et débrouille-toi. Bien évidemment qu'on est flexible, enfin, c'est le bon sens managérial pour le coup. Parce qu'elle est investie, parce qu'elle est en galère, et on ne va pas laisser une maman avec son petit sur le dos ou la gendarmerie si vous ne venez pas chercher votre enfant. L'image. Non mais bon, on a maman, pour celles qui le sont, on a tout eu cette énorme pression de je vous garantis à 18h15 je ferme la grille, après j'appelle la gendarmerie. Ok, fine. Donc du bon sens pour donner et puis remettre un peu la confiance aussi dans les organisations. Donc c'est
avoir du bon sens sur le temps de travail. Il y a des organisations qui pourront jamais suivre un planning classique de la révolution du travail, on fait autre chose. Il y a des métiers sur lesquels on travaille plus que les autres, mais c'est un choix. Vous ne faites pas un métier en tant que chef de cuisine si vous vous dites qu'à 18h, vous êtes à la maison et que vous n'allez pas bosser le matin, préparer vos desserts. Enfin, c'est quelque chose qui est un non-sens. Par contre, c'est les métiers de passion et remettre un peu la passion et l'engagement. Pourquoi on fait ce job ? Les jeunes aujourd'hui cherchent du sens. Pourquoi je ferais le taf de mes parents ? Parce que c'est stressant, vous êtes stressé tout le temps, c'est quoi l'intérêt ? Redonnons du sens. C'est aussi pour ça que les métiers autour du service et du client et du contact humain et du contact humain reviennent beaucoup. On a tout un tas de consultants qui avaient fait des énormes écoles de commerce qui ont coûté un bras à leurs parents et à leurs petits crédits qu'ils rembourseront à 40 ans. Ils se retrouvent à monter des boîtes de fromage de chèvre dans le Larzac ou des fromageries et redonner du sens sur le travail manuel et c'est quoi ma vie. Mais les métiers passion autour de nous, l'hospitalité en tout cas, puisque tu me poses la question sur Paris Society, c'est faire en sorte que mes équipes s'éclatent et que nos clients soient bien accueillis et une superbe expérience. Et ensuite, être flexible sur t'as une galère en crèche, là t'as besoin de partir un week-end de 3 jours. Eh bien oui, on les laisse partir, on fait des récup, juste du bon sens en fait. Oui, où tu disais avoir une réflexion sur le temps qui soit pas à la journée, mais par exemple par période, ou avoir suffisamment de staff pour ne pas avoir toujours l'ouverture du matin ou toujours la fermeture du soir, mais plutôt alterner ça. Et ça, c'est aussi une question de le travailler avec les équipes en place. Exactement. Plutôt que de donner une règle absolue. Nous, de toute façon, les lieux seront ouverts. Hein. Si on se dit qu'on ferme le 25 décembre, c'est peut-être bien le bout du monde chez nous. Un resto avec moins de trafic fermera la semaine du 15 août. Waouh, sinon c'est quand même 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Donc juste cette flexibilité-là, c'est avoir le monde pour ouvrir nos lieux. Si j'ai personne, j'ouvre pas. Donc j'aurai pas de service client. Et puis trouver de la flexibilité, être intelligent. Je trouve qu'il faut remettre un peu d'intelligence aujourd'hui dans nos métiers. Et nous, RH, c'est avoir du bon sens, faire confiance aux collaborateurs. Je peux vous garantir que la nana à qui vous avez dit pendant 2 mois, débrouille-toi avec ta crèche, vraiment, il n'y a pas de problème. Tu te reconnectes le soir ou tu rends ce que tu as à rendre le lendemain. Les gens intelligents dans le travail, elle sera ultra plus engagée dans votre entreprise que si vous lui avez dit par mesure de présence, le connard manager, j'aime bien celui-là. Absolument pas, tu te débrouilles et demande à ton mari, après tout, il est papa. De gérer la naine, mais toi tu restes au bureau. Je trouve que c'est même plus des réflexions qu'on devrait avoir aujourd'hui. Pour moi, c'est un non-sens de parler de ça. Le télétravail, c'est pareil. Il y a des métiers, alors chez nous, il y en a très peu, des métiers qui peuvent se télétravailler et vous êtes fondamentalement 10 fois plus efficace à la maison quand vous faites votre boulot. Alors oui, il y aura des mamans qui vont dire « Ok, je vais chercher mon petit plus tôt, je le fous au bain, comme ça pour une fois, il ne va pas dîner à 21h et je me remets dessus. » Mais les gens engagés, j'aime beaucoup ce que Julia de Funès met toujours en exergue dans ses bouquins et quand elle fait des interviews, c'est essayez déjà d'avoir des talents dans vos organisations et vous verrez qu'après, la flexibilité, le temps de travail et tout, ça va aller tout seul. Arrêtons de penser qu'on va faire l'organisation et le temps de travail en fonction du low performer coincé dans son bureau qui, quoi qu'il advienne, sera en présentiel devant son ordinateur mais ne va rien foutre de sa journée. En télétravail et au bureau, de toute façon, il ne sera pas efficace. Mais pensons plutôt aux 95% de nos collaborateurs qui le sont. Faisons leur confiance. Et nos collaborateurs, en tout cas, nous, on leur fait confiance. Mais les journées de télétravail, c'est 3 jours au bureau. Parce que vous n'êtes pas interrompu. Parce que généralement, vous faites votre lunchbox devant votre ordi à la maison. Ah oui, vous avez lancé une lessive à 8h30. Waouh, tu te rends compte, il a lancé une lessive à 8h30. C'est fou. Mais donc, il aura été efficace, il aura super bien travaillé, il est méga engagé et faisons confiance un peu à nos collaborateurs. Et pour tous les autres, on a des moyens de plus les avoir dans les organisations aujourd'hui. Merci beaucoup. Je sais, Kevin, tu es assez aligné avec ça et on va vous passer la parole juste après, donc commencer à préparer vos questions. Organisation très différente. Donc, chez vous et ton point de vue personnel aussi, c'est quoi ta vision de la flexibilité qui convient à une organisation comme Ubisoft? On pourrait imaginer que c'est le remote permanent et on est plutôt proche de cette vision de l'entreprise full remote qu'évoquait Valérie. Alors,
Déjà, j'adore ce sujet. Hein. Vraiment, il faut le savoir. C'est pour ça que je disais, on va prendre les questions juste après. Donc je vais essayer de me dépêcher, promis. Mais je voudrais d'abord commencer par dire à quel point je souscris à ce que Valérie a dit et à quel point ça me fait plaisir d'entendre une autre DRH porter ces sujets-là avec ce niveau de conviction et encore une fois de bon sens. Tu l'as répété plusieurs fois, mais c'est important de le dire. Parce que notre fonction, malheureusement, est souvent sclérosée par un principe d'égalitarisme qui nivelle absolument tout par le bas, et sous prétexte qu'il faudrait offrir la même chose à tout le monde, eh bien on n'offre rien, ou peu, et on cloisonne, on rigidifie, etc. Et d'ailleurs, à ce propos, je me permets un petit teasing. Charles-Henri Bessières-Deorte m'a fait l'amitié de venir écouter ce speech, et j'ai l'honneur d'avoir pu coécrire un article avec lui sur ce sujet, qui sortira dans quelques semaines. Donc je vous dis, restez aux aguets, parce que vous allez apprendre plein de choses très intéressantes. Cela étant, le sujet est absolument fondamental. Et encore une fois, on l'a dit, flexibilité ne rime pas avec télétravail. Commençons déjà peut-être par là. Le télétravail, c'est génial. Je suis un supporter absolu du télétravail. Valérie aussi, ça tombe bien. Mais introduire 2 jours de télétravail dans notre organisation, et pas le lundi et pas le vendredi, faut quand même pas déconner, et puis pas le mercredi, c'est tout sauf de la flexibilité. C'est introduire une nouvelle rigidification du cadre de travail dans lequel vous faites l'affront de dire à vos collaborateurs qu'on ne vous fait pas confiance. Voilà ce que vous faites en faisant ça. C'est du délire, c'est une aberration organisationnelle, et malheureusement, 60% des entreprises françaises ont fait ça. Donc je le condamne de la manière la plus claire qui soit. Et j'imagine que ce n'est pas le cas chez Ubisoft. Non. Okay. Encore heureux, je serais vraiment... Je vérifie quand même. Non. C'est jamais. Certainement pas. Et justement, parce que c'est l'antithèse de ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'on a compris que justement, on pouvait être efficace à distance. Et qu'en faisant confiance à nos équipes, on pouvait avoir du mieux travail, dans de meilleures conditions, dans du mieux productif aussi. Alors oui, le télétravail, ça vient avec des inconvénients, bien sûr. Mais enfin, on n'a pas attendu le Covid ni le télétravail pour les avoir. Ah mon Dieu, c'est horrible, le télétravail, ça produit de l'isolement. Vous croyez qu'on a attendu le télétravail pour avoir de l'isolement ? Faites des enquêtes sur ce qui se passait avant au bureau et ce que le présentéisme produit comme comportement toxique, comme incapacité de pouvoir organiser sa vie privée, sa vie pro, et vous allez voir qu'à mon avis, il faut déjà balayer devant sa porte avant de regarder ce que fait le télétravail. Premièrement. C'était préparé, ça. Ouais. Certainement pas. Ça sort tout seul, c'est naturel. C'est vécu. Alors, comment on fait pour faire mieux que ça ? Eh bien, en fait, on se pose encore une fois la question avec du bon sens, et je rejoins ce qu'a dit Valérie. Le télétravail, c'est un formidable outil de flexibilisation de l'expérience employée. Regardons ce qu'on doit faire. Nous, on est une entreprise qui fait des jeux. Pour faire des jeux, il faut être un peu créa. Ça aide. Ça aide. Bon, regardons toutes les activités qui souffrent de la distance. Faire un workshop d'alignement créatif sur une vision créative, je suis désolé, mais on n'a pas encore les outils techniques aujourd'hui pour faire ça bien à distance. Ça marche moins bien. Bon, faisons-le ensemble. Un atelier d'alignement sur une roadmap à 7 ans, parce que oui, un jeu vidéo, ça met plus de 7 ans à être développé. Et il faut mettre des financiers, des gens de l'IT, des achats partout dans la pièce. Pareil, ça ne marche pas très bien à distance. L'accueil des nouveaux arrivants, on l'a tous vu. C'est une catastrophe quand c'est 100% remote. La formation 100% à distance, non plus. Bon, tout ça, c'est du bon sens. Et on dit ça, on le fait 100% présentiel, ensemble. Parce que c'est des moments qui comptent, et que c'est des moments dans lesquels on réussit collectivement, c'est des moments qui nous énergisent, et c'est des moments où on est plus productif. Et le reste, dis bravo. Vous voulez venir au bureau ? Très bien, vous trouverez un bureau qui vous attend, accueillant, des collègues qui seront ravis de vous voir. Vous préférez rester à la maison parce que vous êtes plus efficace, par pitié, restez-y. Et tout le monde est content. Et vous offrez beaucoup de flexibilité. Alors oui, ça vient peut-être avec des périodes dans l'année où vos collaborateurs ne seront pas au bureau pendant 2 ou 3 semaines de suite. Mon Dieu, c'est horrible, il faut qu'on arrête ça tout de suite. Non, c'est pas grave en fait. Tout va bien. La Terre va pas s'arrêter de tourner. Par contre, il y a un sujet sur lequel je me suis planté, et je voudrais vous le dire de manière très, très humble, c'est que quand j'ai pris ce poste de directeur du futur du travail à Ubisoft, j'avais l'intuition que le full remote, c'est-à-dire le 100% à distance, pouvait être quelque chose qu'on pourrait offrir de manière indifférente par rapport aux autres formats de télétravail. Parce que je me suis dit, après tout, si c'est les conditions nécessaires pour le meilleur exercice du travail pour un collaborateur, il n'y a pas de raison de le limiter. Et là où je me suis un peu planté, c'est que les données m'ont donné tort. Les données montrent que quand vous êtes à ce niveau de distance vis-à-vis du salariat, vous avez plus de chances de vous désengager, de vous détourner du collectif, c'est vrai, ça m'embête de le dire, mais c'est vrai, et qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de contrat social consenti par la personne qui passe incontestablement par un peu de présentiel. Mais enfin, entre 100% et 90%,
Il y a un spectre. Et un petit peu de marge, ça suffit à réintroduire le minimum dont vous avez besoin pour fédérer vos équipes. Et ça peut suffire à quelqu'un qui a absolument besoin de full remote parce qu'il est aidant, parce qu'il est neurodivergent, et que le fait de prendre les transports en commun tous les matins, il arrive au bureau essoré de 80% de son énergie. Et là, vous introduisez de la flexibilité et de la personnalisation de l'expérience employée. Et donc, ça fait du sens. Et si vous associez à ça du télétravail international, c'est-à-dire ce que nous, on appelle le work from anywhere, là aussi, on en parle avec Charles-Henri, qui permet à tous nos collaborateurs de l'Union européenne de travailler jusqu'à 20 jours par an dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne, eh bien, vous cassez le vieux modèle classique, 6 semaines de boulot, 1 semaine de vacances, 6 semaines de boulot, 1 semaine de vacances. Vite que j'aille voir ma famille à l'étranger. Là, vous pouvez reconfigurer tout ça dans une manière beaucoup plus fluide et qui vous permet justement de dire que si par exemple vous êtes slasher et que vous êtes DJ en plus de votre super boulot chez Ubisoft, ou que vous êtes prof de yoga, ou prof comme moi-même, ou prof de fitness aussi, donner des cours de fitness, eh bien vous pouvez faire ça à l'étranger parce que vous y êtes appelé et que vous permettez justement d'engager vos collaborateurs dans un projet de vie et pas simplement dans un projet pro. Et là, ça fait la différence. Et là aussi, vous introduisez de la flexibilité. Donc c'est super important. Dernier exemple que je voulais donner, la flexibilisation des rythmes peut aussi se penser par rapport au business. Et là, je rejoins 1000 fois ce qu'a dit Valérie. Il y a des fonctions compta qui ont décidé de réorienter leur planning en fonction de ce qu'il y a à faire. Ceux qui connaissent un peu la compta le savent. La compta, c'est le feu quand il faut faire le closing comptable. La semaine avant le closing comptable, il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour faire le boulot qu'on doit faire. Par contre, après le closing, les gens s'ennuient. Donc, ils se trouvent du boulot, ils font un peu d'archivage, ils trient des données, etc. Mais enfin, globalement, ça va. Eh bien, il y a des boîtes qui ont décidé de mettre en place, tenez-vous bien, la semaine de 3 jours, juste après le closing comptable. Puis, la semaine de 4 jours sur la semaine 2, puis la semaine de 5 étendue sur 6, sur la semaine qui précède le closing, avec des heures supplémentaires comptées dedans. Et là, vous introduisez une flexibilité à laquelle tout le monde consent, parce qu'elle fait du sens par rapport à ce qu'on a à faire. Au rythme réel du métier. Ouais. Voilà quelques exemples. Je me tais parce que sinon je pourrais y passer la nuit. Non, ce que je trouve super intéressant, et c'est ce qu'on s'était dit les trois en préparant, c'est que effectivement, c'est des organisations très différentes, mais le point que vous avez en commun dans la vision que vous portez, c'est de ne pas essayer de coller une vision de la flexibilité ou de l'équilibre qui serait une vision idéalisée qui conviendrait à tout type d'organisation, mais plutôt de se poser sur le rythme réel des business et aussi au-delà du rythme business aussi, ce que les personnes, comme tu disais Valérie, quelqu'un qui vient travailler dans ce milieu cherche aussi un certain type de rythme. Parfois, il découvre que ça lui convient, parfois que ça ne lui convient pas, comme dans tout métier. Mais certaines personnes s'ennuieraient si elles étaient sur un métier de bureau aux horaires classiques, alors qu'ils s'éclatent en étant sur des rushs, un service, sur des restos ou des clubs. Donc la question, c'est vraiment d'avoir le bon ciblage et d'attirer les bonnes personnes qui s'éclatent dans ce type de rythme. Merci beaucoup. On prend des questions parce qu'il est 18h22, donc avant que tout le monde parte. Allez-y. C'est un peu pour Valérie, mais après Kevin. Vous parlez des bons sens, et moi j'adore ça, mais j'ai découvert aussi que les bons sens, ça change, apparemment. Donc je voulais demander comment vous faites pour former les managers sur les bons sens. Comment vous faites pour que les managers ont tous les mêmes bons sens? C'est ça. Alors ça, c'est une super question. C'est très compliqué de les former. C'est compliqué de les former parce que dans la conduite du changement du travail, en plus, moi j'arrive dans le métier de la restauration, je venais pas du tout de là-dedans. J'étais plutôt dans les métiers du retail, avec les mêmes questions orientées client, il faut être là tout le temps, présent 7 jours sur 7, etc. Mais il n'y avait pas de culture managériale, de formation, de développement RH et tout, donc c'est un peu tout nouveau. Et quand on leur donne des tips, ils les prennent, mais ils se sont toujours avant débrouillés tout seuls. Donc ils font aussi leur expliquer, fais un test. Je prends l'exemple du laisse partir. Est-ce que je la laisse partir? Est-ce que j'accepte qu'elle parte en télétravail le vendredi? Mais du coup, par rapport aux autres membres de l'équipe, c'est compliqué parce que je sais qu'elle va prendre un train. Bon, essaye. Si tu vois que la journée où elle est partie le jeudi soir parce qu'elle a dit j'ai un truc à Lyon ce week-end et ça m'arrangerait d'être dès le jeudi soir à Lyon, tu fais l'essai, tu vois ce qu'elle produit le vendredi parce qu'elle a des trucs à rendre. Enfin, quand on est orienté business, on n'est pas juste en train de remplir des fichiers Excel, il y a des trucs à faire quand même. Et ça se passe bien sur comment sera l'expérience, ça se passe pas bien. Tu lui dis one shot girl, mais en fait t'as pas bossé. Donc la prochaine fois, ça s'appelle un jour de congé.
Mais donc voilà, c'est aussi essayer, ça vous coûte rien d'essayer, ça te coûtera une journée, fine. Mais tentez le truc. Tenter l'aménagement de planning, tenter le côté flex. Alors nous, on n'est pas encore à faire travailler les comptables 3 jours en semaine 1, 2, mais tenter la flexibilité et tenter surtout, faites confiance dans vos équipes. C'est surtout ça, nous, qu'on va essayer de mettre en place dans nos cultures, c'est de faire confiance et d'identifier les talents. Quand on rentre dans une entreprise pour lancer une politique de développement des ressources humaines, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'identifier, moi, mes talents. Qui sont les talents dans l'organisation, qui sont mes piliers. Et après, dans mon identification de talents, j'ai aussi l'identification des low performers. Ça, c'est un autre sujet. Mais une fois que j'ai identifié mes talents, mes piliers, les gens sur lesquels je compte, que je vais engager, que je vais former, que je vais développer, et à qui, oui, peut-être, celui qui est super engagé et qui donne du résultat pour l'entreprise, je vais avoir envie d'être plus flexible avec lui que celui qui n'en a pas foutu une de la journée. C'est très discriminatoire, mais ça va dans le bon sens du business et je ne lâcherai pas ce sujet. Oui, mais je ne suis pas traitée de la même manière. Oui, mais l'autre à côté travaille beaucoup et pas toi. Et j'ai aucune... pour le coup, je suis une DRH plutôt très transparente. Désolée pour ceux qui le subissent, mais je dis les choses. Je pense aussi qu'il faut apprendre à dire les choses et pas, quand on a un problème avec un collaborateur, lui dire, crever l'abcès tout de suite, pas attendre de moi en ressassant l'histoire. Et oui, alors là, je l'ai chopé, j'ai complètement craqué parce que je me rappelle que le 18 mai, il s'est pointé à 11h et en plus, il avait pas travaillé en RTT le vendredi, c'était un drame. Et donc, je lui ressors ça en entretien individuel. Aller boire un café tout de suite ou pas, tu le recadres la semaine suivante, t'attends pas 2 mois que ça ressasse et que du coup, tu te dises, lui, il est fichu, il faut que je me le fasse. Vous vous posez, vous réglez vos problèmes, vous recadrez le truc, vous reposez le cadre. Et votre job de manager, c'est aussi de dire les choses. Et c'est plutôt ça la chose compliquée. C'est que les managers adorent prendre le rôle de manager. Ça va avec la REM, ça va avec le statut, c'est hyper beau. Mais dès que c'est compliqué, on aimerait bien que les ressources humaines gèrent le sujet plutôt que nous. Donc moi, j'apprends les managers à... tiens, ça, c'est pas chez moi, tu vas te débrouiller, et puis tu vas voir que ça va te faire grandir, et puis après, tu vas voir que tes salariés vont être engagés. C'est un peu le cercle vertueux, ça prend du temps. Bien, alors Kevin m'a cité, je peux pas... Kevin, la chronique va enfin sortir le 5 juillet. En fait, c'est un journal qui s'appelle Entreprise de carrière et le drame, c'est qu'il passe en mensuel après 35 ans ils ont été hebdomadaires pendant 35 ans. Ils viennent de décider, donc notre chronique va être publiée le 5 juillet, elle devait être publiée hier. Et c'était ma 75e depuis mars 2020. Donc c'est pour ça que j'ai invité tous les mois un invité et Kevin est le dernier invité, j'aurai plus de chronique bimensuelle. Alors une chose sur ce que tu as dit tout à l'heure, il se trouve qu'avec des copains de l'ESSEC, on a écrit 4 bouquins sur le Covid, liés au Covid, avec des expériences d'entreprise. Le dernier est intéressant parce que c'est vraiment plus d'1 an d'apprentissage de travail hybride. Tu vois, il est sorti en mai 2022. Et dedans, on précise exactement ce que tu as dit, toutes les activités qui sont du build, c'est-à-dire là où il y a de la création, là où il y a, vous voyez ce que je veux dire, c'est obligatoirement du présentiel. Toutes les activités de run, c'est-à-dire le standard, les trucs, etc., c'est aucun problème pour le distanciel. Alors, je suis un fervent partisan du télétravail, mais comme je l'avais écrit, parce que j'ai eu une chaire de recherche entre 2002 et 2008 à HEC sur la transition, sur la mobilité, les outils nomades, je disais qu'il faut quand même faire gaffe, quoi. Il y a un équilibre à trouver, et chaque entreprise trouve sa solution. Alors, j'ai quand même deux petites questions. Il y en a une pour toi. Quand je t'ai entendu, je me suis dit, mais en fait, il est en train de parler de discernement. Ce qui manque dans l'entreprise, et ça répond peut-être à ta question, de dire qu'on doit apprendre aux managers à faire preuve de discernement et d'avoir, tu le disais, l'esprit critique. Et puis dans votre cas, moi, ce qui me fascine, c'est que je travaille un petit peu avec Accor, là, j'ai quelques activités qui est quand même un peu... Alors, ce qui me fascine chez Accor, ils me disent, on ne peut pas faire de télétravail. Évidemment, il n'y a qu'au siège où ils peuvent télétravailler. Et ma question, et je l'avais écrit dans un article dans la revue personnelle en décembre, c'est qu'est-ce qu'on peut offrir aux gens full présentiel et pas full remote, justement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on donne au full présentiel, des métiers vraiment objectivement. Eh bien, je proposais la semaine de 4 jours. Est-ce que, justement, pour parler de ce que tu as dit, est-ce que ce ne serait pas une solution? Tout le monde parle beaucoup de cette semaine de 4 jours. LDLC, j'ai eu le patron de LDLC à Lyon qui a parlé de son expérience de 2 ans de full 4 jours. C'est intéressant. Donc moi, je voulais avoir un peu ta réaction par rapport 4 jours pour les full présentiels. Merci beaucoup. On commence par les 4 jours ?
Sur les 4 jours. Alors, il faudrait gagner 7. Du coup, on dira pas on montrera pas ce podcast à ma direction. Je suis très en faveur sur certains jobs, encore une fois, et avec du discernement. Peut-être pas toutes les semaines, mais la semaine de 4 jours, tous les 15 jours, sachant que au vu du temps de travail passé dans l'entreprise et de nos métiers, on est facilement 11 à 12 heures par jour dans l'entreprise, ce qui fait qu'on est, après 4 jours, presque à 50-55 heures. Je pense qu'on est pas mal. Donc, le vendredi, qui est un faux temps de travail, dans beaucoup d'organisations du CAC 40 aujourd'hui, la journée où ils demandent même aux salariés de prendre leur... où ça se finit à 14h ou ça se finit à 12h30, je ne sais pas quoi, parce qu'ils savent très bien que le salarié se barre en week-end. Donc, il ne fait pas de réunion. Vous verrez dans les agendas. Souvent, il y a peu de réunions le vendredi après-midi où ça emmerde tout le monde. On essaye de vous le refuser parce qu'ils sont dans le train ou dans la voiture pour aller à Deauville, récupérer les enfants à 4h30 et on part en week-end parce que le Covid aidant, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont aussi acheté des maisons secondaires un peu loin et que ça les arrange de ne pas être dans les bouchons le vendredi soir. Et que si c'est très clair pour l'organisation et qu'on se dit... Vous condensez votre temps de travail, encore une fois, c'est des managers, c'est des mecs qui ont des choses à rendre et donc ils ne peuvent pas faire l'impasse de j'en fous pas une la semaine et je pars le vendredi après-midi en week-end. Je pense que la semaine de 4 jours, c'est des vraies réflexions. En retail, avant que j'arrive dans le milieu de l'hospitalité, c'était un vrai sujet et des grosses marques de luxe sont à la semaine de 4 jours pour le retail. Par contre, ils ont augmenté le temps de travail. On ne travaille pas 7 heures par jour, ils en font plus et c'est 4 jours. C'est des pilotes et ça marche dans les grosses boutiques où il y a plus de 80 à 100 salariés. Ça fonctionne, il en manque 10, c'est pas un problème. Moi, j'étais dans une petite maison du groupe LVMH. Je peux vous assurer qu'Avenue Montaigne, quand j'avais 5 vendeuses, je pouvais pas me couper un bras pour assurer mon business. Mais je pense que pour les fonctions support, c'est à réfléchir sur la semaine de 4 jours. La productivité, selon moi, sera la même puisque vous devez bosser. Donc, vous vous mettrez charrette le jeudi soir pour être un peu en off le vendredi. Et désolé sur le droit à la déconnexion, nous on est quand même très souvent très connectés. Vous êtes manager, vous avez des responsabilités. Il y a une urgence, il y a un WhatsApp, il y a un truc, vous ferez une réunion pendant 1 heure votre vendredi entre 2 rosés à l'apéro ou entre 2 parties de ping-pong. Je pense qu'un manager responsable peut aussi faire ça et waouh, c'est pas très grave. Donc c'est une possibilité. Et nous, on essaye de faire beaucoup d'apéros. On fait beaucoup de présentiel, mais on essaye de se dire play hard, work hard, play hard. Le plus on pourra créer du lien, essayer de se trouver des moments un peu d'oxygène et de mettre les salariés entre eux pour et décompresser, créer du lien, tout ce qu'on veut. Je trouve que c'est des moments chouettes aussi dans l'entreprise. Apéro ou semaine de 4 jours à choisir. Rapidement sur le sujet, je suis aussi tout à fait d'accord. Je pense que c'est très très approprié justement pour les métiers non télétravaillables qui sont astreints à une logique de temps de travail défini. C'est pour ça qu'on l'a... Et d'ailleurs, je sais que tu l'as déjà écrit. On l'a trouvé avant dans l'industrie. Parce que justement, ça fonctionne bien. Il suffit d'organiser le planning. C'est pas nouveau cette idée, ça date pas d'hier. Et là où ça a été expérimenté, c'est précisément dans ces métiers-là parce que ça fonctionne bien. Donc, j'y vois effectivement un moyen de rétablir une forme de justice dont on nous casse souvent les oreilles avec ça en disant « mais moi je veux pas autoriser le télétravail parce que les métiers de terrain n'y ont pas droit et vu qu'on est une société de métiers de terrain, je veux pas l'autoriser. » Bel exemple, Amazon a récemment vu un mouvement social d'ampleur inégalée où les salariés des bureaux se sont retrouvés rejoints par les salariés du terrain des entrepôts qui, eux, ne sont pas éligibles au télétravail pour manifester d'une seule et même voix contre la direction d'Amazon qui voulait revenir sur le télétravail. Un exemple, s'il en était besoin, que ce qui se cache derrière cette question du télétravail, c'est moins le télétravail que la question de la confiance qu'on accorde aux employés et de l'écoute qu'il peut y avoir dans l'organisation en général. Donc ça, c'était le premier point. Sur le discernement, c'est très important ce que tu as dit, je voudrais revenir un instant dessus. Pour faire vivre le discernement et le bon sens, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les tours. Le gros écueil qu'on a en général en France, c'est qu'on a tendance à penser, moi j'appelle ça le complexe de Dieu, que plus on est haut dans l'organisation, et mieux on va décider pour les gens ce qui est bon pour eux. C'est le truc le plus idiot qui soit. Parce que plus on est loin du terrain, et moins on est capable de comprendre ce qui se passe. Le bon sens, il se place dans les équipes. Et si vous libérez l'organisation au point de faire en sorte de faire vivre ce dialogue de manière la plus décentralisée qui soit, bien sûr, nous, RH, en aidant ce dialogue, en donnant des outils, en guidant cette concertation qu'on appelle de nos voeux, alors vous ferez vivre l'écoute
Et vous serez capable de se saisir de ce bon sens et du discernement. Et deuxième point, et c'est ce que tu disais Valérie, en plus de cette autorisation à concerter, il faut avoir une autorisation à tester et à échouer. Chez nous, c'est test and learn, c'est de se dire que quand il y a une bonne idée qui surgit, on ne va pas attendre 3 ans en mettant des cerveaux brillants issus de BCG ou de je ne sais où pour nous pondre une recommandation qu'on mettra en place 5 ans plus tard. Il faut le faire tout de suite avec les bonnes âmes qui ont envie de le tester, et puis si ça ne marche pas, tant pis. Mais ça, c'est vraiment le prérequis pour faire vivre ce bon sens et ce discernement. Merci beaucoup. Table ronde passionnée, pragmatique. Je suis obligé de conclure, mais ne partez pas parce qu'on aura le temps de discuter un peu. Voilà, si vous pouvez rester. Je pense qu'il peut y avoir aussi plus que des questions, aussi des débats, des opinions, des confrontations avec des modèles d'organisation très, très différents. Mais encore une fois, merci beaucoup pour vos témoignages. C'était effectivement voulu d'avoir 2 organisations assez différentes, mais quand même avec des valeurs communes. Et on peut les applaudir pour terminer cette journée. Merci beaucoup.